on est réunis ce soir pour que Maxime, qui était dans la promotion 2014 du DSA, nous présente un peu son parcours et ses expériences. Il travaille aujourd'hui dans une entreprise basée au Luxembourg qui s'appelle Netway et qui est spécialisée dans la neuro-X, ce qui paraît être un sujet aussi de conversation intéressant, de voir comment il applique ce qu'il a pu apprendre, par exemple, au DSA dans son métier, mais aussi comment son expérience actuelle met en forme son parcours. Voilà, donc je vais lui laisser la parole tout de suite. Merci à Maxime pour merci déjà aussi à toi et à toute cette association d'anciens étudiants, puisque c'est toujours sympa de pouvoir recommuniquer un peu de son expérience et de ses différents parcours. Voilà, me concernant, voilà, j'ai fait un peu le combo Villefontaine, c'est-à-dire que j'ai commencé avec la mise à niveau jusqu'au DSA, en passant par le BTS de communication visuelle à l'époque. Donc c'était vraiment de l'époque de 2019 à 2014. J'ai fait partie de la toute première promo du DSA lorsqu'il a ouvert. On était un peu des cobayes à l'époque, on va dire. Et puis ça s'est très bien passé, aucun souci là-dessus. Et puis après ce DSA, je suis parti à Malmö, puisqu'il y avait à l'époque déjà cette possibilité d'aller, voilà, d'être en relation directement avec des écoles et d'ouvrir vers l'opportunité de faire son master 2 à l'étranger. Et donc moi je suis allé à Malmö, donc c'est juste au sud de la Suède. Et c'était une formation autour du Play and Ludic Interaction, qui était super en termes d'approche du design, puisqu'on avait vraiment des professionnels qui venaient pendant tout au long de l'année, qui étaient divisés vraiment en 3 grandes parties. Un qui était vraiment un cours sur la découverte des mécaniques de jeu et comment ces mécaniques de jeu pouvaient être explorées et utilisées dans l'environnement du design. Un autre qui était plutôt sur l'aspect plutôt social. On avait alors je me souviens plus du terme spécifique, mais c'était un projet qui tournait autour de l'évolution et de l'amélioration de situations. Nous, c'était dans la ville, par exemple. Donc, comment donner sens à des lieux spécifiques dans la ville de Malmö. Et le dernier, c'était le sujet libre de fin d'études, que moi, j'ai orienté autour du jeu et comment le jeu peut aider à être un outil à l'apprentissage et comment cet outil peut aussi être utilisé dans le domaine de la recherche. Et ça m'a amené à créer un jeu olfactif qui permettait de trouver une relation entre est-ce que l'odorat peut aider à la mémorisation ou quelles sont les mécaniques cognitives qui sont mis en place par le cerveau pour mémoriser des informations à travers l'odorat. Donc ça m'a amené à pouvoir présenter cela avec l'équipe de recherche autour de l'odorat à Stockholm. Donc voilà, c'était super enrichissant en tout cas. Ceux qui hésitent à aller à l'étranger et à aller découvrir en tout cas cette formation-là, vraiment, aucun souci là-dessus, ne vous inquiétez pas, c'est top de chez top. Et puis en termes d'évolution au niveau de l'anglais, ça c'est une année qui m'a fait exploser mon niveau en anglais, puisque tout est en anglais et l'écriture aussi. Donc voilà, que de bonnes choses à vous conseiller, si ce n'est qu'après votre DSA, d'aller vous ouvrir cette opportunité. Après, concernant, juste après cette expérience à Malmö, ça a été assez rapide en fait, puisque j'ai terminé l'année en juin. J'ai un peu profité de mon été en retournant en France. Et puis voilà, j'ai commencé ma recherche d'emploi et il se trouve que les opportunités qui se sont conclues cours septembre-octobre, ont été soit Blablacar, soit Netway. Et Netway a été très réactif. Et voilà, ça a été une première opportunité par le pur hasard, qui s'est ouvert à moi. Et voilà, j'ai pas trop posé la question, je suis pas trop posé la question de savoir est-ce que c'est trop loin, etc. C'était assez chouette puisque voilà, à l'époque, ça me permettait de voir que cette entreprise, en tout cas, elle communiquait très bien son idée que elle avait une approche UX à caractère scientifique. Je vais y retourner, enfin, je vais vous réexpliquer un peu plus en détail dans un second temps. Mais en tout cas, elle avait une approche qui, moi, me convenait, puisque j'avais
beaucoup besoin, surtout dans mon apprentissage à Villefontaine, d'avoir cette compréhension de l'utilisateur et connaître un peu finalement à qui je design les produits, le produit que je design. Donc, ça m'est arrivé, par exemple, dans des sujets en BTS, de me retrouver face d'un site internet que je créais et de me retrouver voilà, avec un peu les yeux dans le poisson en me disant, mais bon sang, est-ce que je suis sûr que ce que je design va vraiment avoir l'impact que je pense avoir lorsque je prends ces décisions? Alors, on a une approche que je trouve qui est toujours très efficace dans l'aspect d'exploration de solutions et esthétique aussi dans la création des sites. Je vais beaucoup être avec cette vision écran, étant donné que je fais partie plutôt d'un parcours design graphique. Mais ça, je pense que ça peut aussi s'appliquer à d'autres domaines. Et, et donc, pour moi, cette idée de vouloir essayer de comprendre l'utilisateur, elle est restée jusqu'à cette recherche d'emploi, et ce qui a fait que voilà, j'ai essayé de trouver finalement une entreprise qui pouvait m'aider à m'améliorer et à mieux comprendre à travers des méthodologies quels vont être les besoins utilisateurs. Aujourd'hui, qui est beaucoup appelé sur le marché user experience. Alors, je vais humblement, avec ce que j'ai pu apprendre toutes ces années, vous communiquer voilà, l'entreprise dans laquelle je suis et quelle est notre méthodologie qui est assez particulière, puisqu'elle se décale un peu de ce que j'ai pu voir vraiment de l'extérieur des méthodologies sur le marché. Donc, Netway donc est petite entreprise voilà, qui est basée au Luxembourg. On est une petite équipe de 6-7 personnes. Et on s'occupe en fait plutôt de gros clients, à savoir des banques, assurances, beaucoup du CAC 40 françaises et belges. Et on va aider ces entreprises à améliorer leur site internet et leur application mobile suivant les besoins, mais avec une approche à caractère scientifique en se basant sur les sciences cognitives et les neurosciences. C'est-à-dire que pour nous, si on va utiliser des données qui sont issues de notre cerveau et des sciences cognitives pour valider nos décisions de design. On va éviter d'être dans des avis subjectifs, enfin en tout cas on va essayer de limiter un maximum justement pour que derrière on puisse proposer à nos clients des solutions qui tendent à être efficaces et à générer le chiffre qu'ils souhaitent. Alors c'est très marketing la manière dont je le présente, mais on a bien cette approche, on veut vraiment se positionner dans l'idée qu'on veut limiter tout ce qui va être du subjectif, c'est-à-dire on ne sait pas trop, on est dans des hypothèses, on est dans des approches, on va dire, très personnelles dans l'aspect esthétique peut-être du site, dans la manière de communiquer un produit, dans la manière de proposer une solution. On va essayer on va avoir toute une méthodologie qui va nous permettre aller piocher au bon endroit des insights qui vont nous permettre de bien comprendre les besoins utilisateurs dans un premier temps, puis derrière, trouver des solutions et les valider avec des neurotests, et ça, je vais y revenir, pour derrière limiter un maximum ces fameuses hypothèses non dites qui pourraient intervenir dans la solution que nous proposons. Donc, comment ça se passe? En fait, on a cette méthodologie-là spécifique, c'est mon patron qui l'a mis en place. Ça s'appelle la méthodologie ERA. ERA, qui est l'acronyme de émotion, raison et action, qui part du principe que ce qu'il faut vraiment aller piocher dans nos décisions de design, c'est tout ce qui va être de l'ordre du non conscient. C'est-à-dire qu'actuellement, il a pu constater que, en tout cas dans les grandes entreprises, que bien qu'il y ait des méthodologies UX qui soient développées, on est dans des approches des fois où les grandes entreprises développent des solutions en se basant sur des règles, mais sans se questionner sur quel impact ça peut avoir vraiment sur l'expérience utilisateur. Dans le sens où une solution qui pourrait, dans leur logique de compréhension de l'expérience humaine et puis marketing, ils pensent qu'en utilisant ses propres règles, il va y avoir la solution qu'ils pensent avoir. Et au final, ce n'est pas le cas. Un exemple, par exemple, qu'il y a eu par rapport à Coca, il y a eu un test qui a été fait sur une nouvelle formule du Coca, sur il me semble, c'était plus de 1000 utilisateurs. Et ce test avait pour but tout simplement de tester la nouvelle formule et dire si elle était meilleure par rapport à l'autre. Et toutes les
la majorité des testeurs ont dit ah ben, la nouvelle formule est vraiment top de chez top, quoi. Elle est bien meilleure que l'ancienne. Et en fait, lorsqu'ils ont déployé ce nouveau produit, qui était le Newco, qui me semble, ils ont pu constater que tout simplement, ça a fait un gros flop. Et ça montre que les tests et même les tests finalement que l'on fait peut porter à confusion et peut ne pas nous donner la bonne information pour se rassurer si nos produits ou ce que l'on développe va vraiment avoir l'impact escompté. Et donc, pour arriver finalement à avoir cette compréhension des utilisateurs, nous, notre méthode, c'est de partir du principe, en tout cas de se baser sur le principe que 90 à 95% de nos pensées sont non conscientes. C'est-à-dire que toutes les actions que l'on fait dans notre quotidien, 90 à 95% des pensées que l'on a autour de ces actions ne sont pas automatiquement verbalisables. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des tests et qu'on pose des questions à des personnes par rapport à un site internet, par rapport à un produit qu'ils ont fait, eh bien, ça ne concerne qu'un tout petit pourcentage de l'iceberg, finalement, de toutes les pensées et toutes les émotions qu'ils ont pu avoir au moment où ils ont vécu l'expérience avec le produit ou le produit de design, de toute manière. Moi, j'ai la gorge sèche. Donc, à partir de ce principe-là, nous avons notre méthodologie qui est mise en place. Donc, notre méthodologie, elle est vraiment divisée en 3 grands silos. On a ce premier silo où on va développer une stratégie comportementale. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué, la méthode ERA, c'est d'abord partir de l'émotion, ensuite de la raison et de l'action. Eh bien, cette première grande phase a pour but de comprendre les besoins utilisateurs à travers différents outils. Donc, je ne vais pas rentrer en détail parce que suivant les besoins de la mission, on va plus ou moins aller piocher dans différents outils. Mais en gros, il faut comprendre qu'en début de mission, on va toujours mettre en place ce qu'on appelle les objectifs business. On va demander à notre client qu'est-ce qu'il veut augmenter, réduire en fonction de ses propres objectifs d'entreprise. Par exemple, ça peut être augmenter d'un certain pourcentage les ventes sur mon site internet sur la période de telle date à telle date. Ça va être réduire les appels en call center par rapport à un tel type de service, parce que je vois que voilà, sans doute beaucoup d'utilisateurs appellent le call center parce qu'ils sont bloqués, parce qu'ils ont besoin d'aide, etc., etc. Là, je parle vraiment d'exemples très concrets sur un angle vraiment lié au site internet, parce que voilà, c'est issu de mon expérience. Et je m'excuse pour les designers plutôt produits qui n'ont pas avec qui je pourrais pas proposer d'exemples un peu plus concrets dans leur domaine. Mais en tout cas, voilà, ces objectifs business tendent à vraiment se dire, voilà, la mission a pour but de répondre et d'aider l'entreprise à aller dans ce sens-là. Et du coup, c'est ce qui va devoir être validé à la fin de la mission en termes de chiffres, c'est-à-dire est-ce que lorsqu'on a livré le produit, finalement, on voit on a atteint ces fameux objectifs-là. Ça va être un peu la pierre d'angle de nos décisions de design pour ensuite aller diriger, accompagner l'utilisateur à aller à avoir le bon comportement pour atteindre ces fameux objectifs. Et donc, pour arriver à accompagner l'utilisateur, on va avoir plusieurs outils pour essayer de comprendre ces fameux comportements utilisateurs. L'un qui est une de notre pierre d'angle, on va dire, de décision, qui est les motivations de base des utilisateurs, qui est en fait un modèle qui va nous permettre de se dire qu'est-ce qui va intrinsèquement motiver des utilisateurs à aller se diriger vers tel ou tel produit ou service. On a eu l'occasion de travailler pour Nature et Découverte. On est allé faire une ethnographie directement en boutique pour essayer de comprendre comment les personnes se déplacent dans l'environnement des boutiques, comment ces personnes, qu'est-ce qui motive ces personnes finalement à aller directement dans ces boutiques de manière intrinsèque, c'est-à-dire que même si le produit n'était pas là, qu'est-ce que ce type de service va les aider dans leur quotidien. Par exemple, on a pu, dans le cadre de Nature et Découverte, on a pu voir que un des cœurs de décision qui amène les utilisateurs à se diriger vers ce type de boutique, c'est bon, je sais pas trop quoi faire comme cadeau, mais bon, si j'y vais là-bas, je sais que je vais trouver un truc. Et donc, à travers cette motivation de base, on va développer, on va essayer de définir un peu plus en détail les autres satellites de motivation qui vont alimenter cette motivation de base.
Et cette motivation de base, par exemple, ça peut être, ces motivations satellites, ça peut être très bien comme la personne qui veut faire plaisir parce que c'est une contrainte, la personne qui veut faire plaisir parce que cette personne elle compte pour elle, par exemple. Encore une fois, je reste dans des éléments très, très, très larges, mais c'est pour vous faire comprendre un peu la logique qui est mise en place. Et pour développer ce type de modèle, on va aller justement piocher dans les sciences comportementales, toutes les études qui sont faites dans ce domaine pour essayer de comprendre finalement de manière involontaire ce qui nous pousse à aller vers ce type de service. Et là, d'autres outils sont mis en place dans la stratégie comportementale, mais au final de ce premier module, l'objectif, c'est de conclure sur quelle est l'expérience idéale que les utilisateurs doivent avoir pour répondre aux objectifs, pour atteindre les objectifs business qui ont été développés en début de mission. Et donc, cette stratégie, elle est vraiment développée juste sur la forme de concept. On n'est pas du tout encore dans du design d'écran ou du design de composants graphiques. L'objectif, justement, c'est vraiment du design comportemental. On va designer ce que l'utilisateur va penser, faire, agir dans l'environnement pour atteindre les fameux objectifs business. Et c'est ça qui va être la base de décision de design pour ensuite en conclure, comment on doit mettre en place nos composants dans l'interface, quelle est l'histoire qu'on va raconter pour que l'utilisateur ait ses pensées, etc., etc. Et c'est là où j'interviens dans ce fameux deuxième module, qui est le module d'écran. C'est moi qui suis responsable avec mon équipe. Et cette module-là va avoir pour objectif de traduire cette fameuse stratégie comportementale en solution graphique. Et c'est là où justement notre méthodologie a vraiment cet objectif de d'abord designer des comportements et ensuite designer les solutions de composants graphiques qui vont amener à atteindre ces fameuses expériences idéales pour les utilisateurs. Et l'objectif est bien sûr de répondre aux objectifs business, mais aussi de bien répondre aux besoins utilisateurs. Ça ne sert à rien, on ne force pas des personnes qui ne veulent pas qui ne veulent pas aller à telle ou telle boutique. Si la personne va déjà sur ce site internet, c'est qu'elle a un besoin initial. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre quel est ce besoin initial pour que le site en lui-même ou la solution qu'on propose va vraiment dans le sens de ce besoin qui est déjà intrinsèque. Ça nous permet aussi d'éviter dans des présentations clients des échanges comme on pourrait ajouter tel ou tel élément, on pourrait mettre une pub ici, on pourrait ajouter telle fonctionnalité. Avec ce type d'échange, ça nous permet de dire non, notre objectif c'est ça, nos objectifs business c'est ça, l'utilisateur, ses besoins intrinsèques c'est ça. Donc si vous mettez ce composant là, ça va générer ce qu'on appelle des prédateurs dans notre méthodologie. En fait, les prédateurs, c'est ce que notre cerveau évalue comme des éléments qui ne concernent pas son besoin au moment où la personne recherche quelque chose. Et donc, une publicité, par exemple, le cerveau va automatiquement le considérer comme quelque chose qu'il ne doit pas regarder, puisque ça ne correspond pas à son besoin dans le cas précis de, par exemple, la recherche d'un cadeau sur le site de Nature et Découverte. Et donc, dans cette partie écran, on va avoir aussi différents modules qui vont nous permettre de designer un écran, mais encore une fois, pas directement dans la phase haute fidélité. On va définir différentes étapes qui vont nous permettre de valider, encore une fois, les différentes expériences que notre cerveau va avoir avec le composant graphique que l'on va définir. Pourquoi cerveau? C'est parce que, encore une fois, nous sommes un peu esclaves de ce fameux organe, comme par exemple la vision. La vision qui, vous savez, peut-être vous le remarquez, vous l'avez peut-être remarqué, notre vision est à majorité floue. On a une vision fovéale qui est très très nette et le contour qui est complètement flou. Et cette vision floue a pour objectif d'aider le cerveau à aller détecter des éléments qui vont répondre à notre besoin à un scénario précis. Par exemple, j'ai faim, je suis dans la rue et j'avais pour habitude, je sais pas, d'aller dans un restaurant, je vais le nommer A. Je connais son logo parce que j'ai l'habitude d'y aller. Eh bien, lorsque j'ai faim, notre cerveau va en fait automatiquement utiliser notre vision floue pour aller détecter des éléments visuels qui vont essayer de ramener vers le passé, notre vécu qu'on a eu par rapport au restaurant où on est allé. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se baser sur ce fameux modèle mental. Vous avez peut-être entendu parler. Ce modèle mental, c'est en fait un schéma mental que notre cerveau se développe lorsqu'il crée une expérience et qu'il va retenir finalement
pour que l'on refasse les mêmes actions ou que justement on les évite. Si on reparle un peu dans notre passé animal, c'est typiquement ce type de système qui aidait les personnes, enfin les hommes de Cro-Magnon à repérer les endroits où ils pouvaient chasser ou aller cueillir des baies et les autres où ils devaient éviter d'aller dans des endroits parce que il y avait déjà des prédateurs, et c'est pour ça qu'on reprend le mot prédateur, qui pouvaient être des dangers pour eux. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la définition des écrans? Eh bien, ça veut dire que notre écran va devoir finalement trouver, on va devoir développer ce que va retenir le cerveau dans les premières millisecondes, et ces composants vont devoir nous aider à essayer de retrouver ce dont on a besoin dans ces premières expériences-là. Par rapport au restaurant, on a dit que le cerveau essaie de retrouver, grâce à la vision floue, le logo de ce restaurant, qui va nous aider ensuite notre cerveau va diriger notre regard net vers ce logo et va nous dire que, regarde, ça peut t'aider à te rassasier. Et par expérience, là où tu étais allé ici, c'était un restaurant qui était assez agréable. Et c'est à ce moment-là au moment où on a vu le logo, qu'on se dit « Ah oui, en effet, ça nous intéresse. Enfin, ça m'intéresse et j'ai envie d'y aller. » Donc, par rapport à pour reprendre les fameux modules de définition des écrans, on va avoir cette première phase qu'on appelle Blueprint, qui va avoir pour objectif de définir finalement les grandes zones qui vont nous aider à répondre à un scénario. Par exemple, si je reprends le cas de Nature et Découverte, la personne qui va rechercher un produit, elle n'a pas, comment dire, elle n'a pas d'expérience, elle n'a pas d'idée, de cadeau en tête, comme je l'ai dit, par rapport aux besoins qu'on a pu analyser. Et donc, ça veut dire que, comme on a pu l'observer en boutique, lorsque la personne arrive sur le site, elle n'a pas d'idée, donc on doit éviter de l'amener avec, de l'accueillir avec un menu qui propose différentes catégories, etc. Puisque comme on a pu voir en boutique, la personne va plutôt avoir tendance à se déplacer, à se laisser emporter par les différentes découvertes qui s'offrent à elle. Donc, typiquement, un objet graphique qui est de l'ordre d'un menu drop-down avec différentes catégories, ou même la liste des composants, ça va être trop complexe pour elle pour pouvoir comprendre, pour pouvoir l'amener finalement à ce que la personne ait envie d'aller trouver des produits qui puissent l'intéresser. Donc, ça veut dire que dans notre fameux blueprint, notre décision, ça va être qu'est-ce qu'on veut que le cerveau retienne de l'écran dans les premières millisecondes, et ça va être, par exemple, dans ce cas-là, non pas un menu drop-down, mais plutôt une barre de recherche ou un grand, je dis barre de recherche par abus de langage, mais en fait, ça va être une grande zone, et notre cerveau n'a même pas pensé barre de recherche pour le moment. Elle va voir une grande zone longue avec un pictogramme qui ressemble, parce que ça va être la vision floue, à une sorte de loupe. Et c'est après qu'elle va conclure, ça va être sans doute une barre de recherche, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je sais que ça va m'aider à aller rechercher un produit. Cela dit, une barre de recherche, ça ne va pas tant aider la personne puisqu'elle n'a pas d'idée. Donc, finalement, on est parti sur une solution où il fallait mettre en place plutôt des tags, c'est-à-dire des éléments qui vont l'aider à se dire « Tiens, ça pourrait être intéressant. Ah, ça aussi, ça pourrait être intéressant. » Et du coup, l'aider à découvrir des composants au fur et à mesure de la navigation dans le site. Une fois que les blueprints sont définis, on va passer dans une phase qu'on appelle ergo layout, qui peut reprendre un peu ce qu'on a l'habitude de parler dans le jargon de wireframe, où là, on va mettre des contenus réels dans l'écran. Et la dernière phase, c'est les fameux écrans qu'on appelle un peu de manière barbare les écrans cosmétiques, qui en fait, pour cosmétiques, c'est parce que c'est là où on va appliquer notre calque, nos décisions plutôt de colorimétrie, de texture, de style, etc. Et là encore, c'est important de bien les définir, puisque certaines couleurs et associations de couleurs vont avoir des conséquences en termes d'émotionnel, et derrière, va avoir un impact sur l'expérience de manière globale. Et donc, encore une fois, tout ce qui est couleur, typo, etc., vont être définis en fonction du fameux besoin et du modèle mental, de la BUM qu'on a défini lors de la stratégie comportementale.
Donc, on a dit qu'on avait une grosse stratégie comportementale dans la méthodologie. Ensuite, on avait les définitions des écrans qui étaient là pour traduire cette stratégie comportementale à travers différents outils. Et le troisième module, c'est les fameux neurotests. Et ces neurotests vont nous permettre justement d'aller tester ce que l'on produit grâce, directement les proposer à des utilisateurs finaux et en analysant ces fameux 90, en essayant d'analyser ces fameux 90-95% de non-conscients de notre cerveau. Et pour arriver à cet objectif, nous utilisons des technologies de sciences comportementales. Le premier, c'est l'eye tracking, qui va nous permettre de savoir où se situe le regard de l'utilisateur sur l'écran, et notamment aussi son diamètre pupillaire, puisque ça, a aussi ça peut nous donner des pistes de compréhension sur le comportement. Par exemple, le fait d'avoir un diamètre pupillaire qui est dilaté sur une image, ça va avoir tendance à nous faire comprendre que l'utilisateur est plutôt immergé par l'image, et donc du coup, c'est plutôt quelque chose de positif. Alors que sur un texte, lorsque la pupille est dilatée, là, ça veut plutôt dire que la personne doit fournir un effort pour essayer de comprendre ce fameux texte qui est présent avec lui. Donc après, c'est à nous de juger si c'est plutôt positif ou négatif en fonction des objectifs de la mission et si la personne doit vraiment, parce que c'est un texte compliqué, de comprendre ce texte-là. Mais par réflexe, souvent, si la personne on lui demande trop d'efforts, on va essayer de justement simplifier l'expérience pour qu'elle justement elle fournisse le moins d'efforts possible et que son cerveau utilise plutôt ses méthodes automatiques plutôt que de fournir ce fameux système cognitif, d'utiliser ce système cognitif et de fournir trop d'efforts à essayer de comprendre le texte. Donc, on a les tracking et l'autre outil qui est aussi utilisé, c'est le fameux EEG, donc l'électroencéphalogramme, qui est un casque qui se met sur la tête et qui va nous permettre de comprendre, enfin de voir les activations cérébrales à l'instant T en même temps que où se dirigent les yeux. Et donc ça va nous permettre d'avoir aussi quelques insights sur finalement quelles sont les fonctions cérébrales qui sont activées. Et on va avoir des informations comme par exemple la personne qui est frustrée, une personne qui va avoir plutôt des feedbacks positifs. On va même voir si la personne va anticiper un clic. Il faut savoir qu'à peu près, une étude a été faite qui montre qu'à peu près 10 secondes à l'avance, notre cerveau a déjà anticipé certaines de nos actions, notamment le clic. Donc ça peut arriver qu'on voit une activation d'une partie de notre cerveau qui montre qu'on a une anticipation de clic, mais qu'au final, la personne ne clique pas. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des éléments dans son expérience qui a fait que ça a contraint ça a cassé finalement sa volonté ou son besoin. Et donc, on essaie de trouver derrière des solutions pour l'aider à mieux répondre à ce fameux besoin et éviter ce fameux blocage-là. Donc voilà par rapport à notre méthodologie. Ça paraît un peu complexe, mais n'hésitez pas, juste dans la dernière partie, à me poser des questions un peu plus en détail sur certaines choses que vous avez peut-être, où vous avez besoin peut-être de détails. J'aimerais juste vous faire un petit feedback, moi, sur ce que j'ai pu apprendre en tant que designer, notamment sur la méthode UX, et aussi par rapport à ma relation que j'ai pu avoir et l'évolution que j'ai pu avoir au sein de ces fameuses grosses entreprises avec qui j'ai travaillé. Donc, par rapport à la méthode UX, moi, une des conclusions assez importantes que j'ai définies par rapport à ce que j'ai pu apprendre à Villefontaine, c'est que vous avez pu le comprendre par rapport à la méthodologie, c'est pour moi le comportement je dirais pas plus important, mais extrêmement important par rapport à nos décisions de design. C'est-à-dire que je pense que c'est complexe de trouver une solution directement en dessinant directement un écran. Les comportements doivent d'abord être définis à travers justement des pensées, ce que l'utilisateur va avoir comme émotion, ce que l'utilisateur va faire comme action, etc., etc. Et c'est sur base de cette fameuse histoire idéale que l'on va ensuite se dire, OK, bon, pour que la personne ait bien ce fameux comportement, je vais plutôt choisir d'aller dans ce type de direction en termes de décision d'écran ou de produit. Donc ça, c'est vraiment la première approche. Et donc, ça veut dire aussi que des fois, des choses que esthétiquement, nous pouvons dire que c'est quelque chose de, entre guillemets, intéressant, beau, etc. Des fois, ça porte pas
ça répond pas aux besoins de l'utilisateur. Par exemple, je vois souvent sur Behance et Dribbble des projets qui sont extrêmement intéressants dans l'exploration esthétique, dans l'exploration même dans l'idée de vouloir trouver des fonctionnalités qui ont pour but d'aider l'utilisateur à répondre, à l'aider finalement. Mais on a pu voir, et donc ça a été le cas notamment sur certaines missions que j'ai pu faire, que ce type de sites, lorsqu'on les met dans des cas réels, eh bien, ils montrent une très grande séduction, c'est-à-dire que les personnes vont devant ces sites, font « Ah, c'est génial, ça a l'air vraiment d'être chouette », et sur le long terme, finalement, ils n'aident pas finalement l'utilisateur à trouver les bons endroits, les bons éléments qui vont aider à répondre à leurs besoins, etc., etc. Et donc, ça veut dire que on voit très bien que le comportement est beaucoup plus important dans ce cas-là que les décisions de design. Évidemment que derrière, comme on a vu, les aspects esthétiques vont être importants pour répondre à ce fameux besoin. Le second point que je dirais, c'est que les méthodes UX, pour moi, telles qu'elles sont présentées actuellement sur le marché, avec les 10 meilleures méthodes, les 5 points à retenir dans les méthodologies, etc., pour moi, c'est pas des formules magiques en fait, dans le sens où c'est important de se dire qu'est-ce qui est le plus pertinent à utiliser dans notre méthodologie. Par exemple, dans notre méthodologie, les personas, c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup parce qu'on a développé d'autres outils, comme je vous ai présenté la BUM, qui nous permet de répondre finalement à comprendre les besoins utilisateurs sans forcément avoir tous ces outils qui sont développés, surtout dans les entreprises où on a l'habitude de travailler avec, qui utilisent ça comme de manière juste sous forme d'outils. Ah ben, on a utilisé ces méthodes-là, on a fait des personas, du coup c'est bon, on est UX designer, c'est bon, on a répondu, on connaît les utilisateurs. Et c'est malheureusement faux parce que certains de ces outils, s'ils sont mal utilisés, tout simplement, eh bien, ou s'il n'y a pas une approche assez approfondie derrière, eh ben, ils ne nous aident pas tant que ça à prendre des décisions de design à la suite. Donc, c'est important vraiment de re-questionner sa méthodologie et de se dire qu'est-ce qui, par rapport à ma mission, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je dois vraiment connaître comme information pour que je prenne les bonnes décisions et dont je sois sûr que ce que je vais produire va aider l'utilisateur dans ses besoins et les objectifs finalement généraux de la mission. Ça, c'est plus mon approche en termes d'UX. Et bon, voilà, j'ai aussi remarqué que ça tend à évoluer. Ce que j'ai appris en UX là ces dernières années, c'était pas les mêmes méthodes qu'il y avait avant. Les prochaines années, ces méthodes-là vont sans doute encore plus évoluer. Donc voilà, ça demande à ce qu'on tende l'oreille finalement pour essayer de mieux comprendre ces méthodologies et aussi sur le fait que sur le marché actuellement, les entreprises, en tout cas les grosses entreprises, veulent avoir des preuves que nos produits de design aient une efficacité réelle. Et malheureusement, ce qui les amène à être confiants sur des projets de design, ce n'est pas des décisions de concept, mais c'est bien des chiffres avec des outils qui permettent de valider que tel outil va permettre à l'utilisateur de bien comprendre tel message, de bien voir tel composant, qui va permettre aux utilisateurs d'aller au bon endroit, de bien l'accompagner et de répondre à ce qu'ils souhaitent avoir ou recevoir comme information, etc., etc. Et donc, on va être amené, nous designers, à avoir cette approche malheureusement un peu très chiffrée, avec des outils qui vont aider à analyser notre produit sous la forme de quantité, de chiffres, pour que derrière, le client se dise, en tout cas, ait une réassurance sur que notre décision va l'aider dans son business. Le dernier point, et après je m'arrête, c'est plutôt, mais là c'est plutôt pour une approche, on va dire, comportementale, personnelle dans les grosses entreprises. Puisque voilà, j'ai eu la chance de travailler avec, comme je l'ai dit, des grosses entreprises du CAC 40. Et donc, j'étais avec des grosses équipes en face, avec des grosses décisions très stratégiques qui se mettaient en place. Et je dirais que ce qui est important lorsqu'on
lorsqu'on présente notre travail ou quand on gère des grosses missions comme cela, c'est de rester, entre guillemets, diplomate et de ne pas laisser parler son émotionnel. Ici, on est vraiment déconnecté d'un peu de l'UX, mais je pense que c'est quand même important que je puisse exprimer un peu sur ce point-là, parce que je trouve que c'est un peu ce qui m'a manqué dans mon apprentissage de designer. C'est aussi comment communiquer correctement mon projet et comment aussi gérer finalement des conflits qui peuvent intervenir dans les relationnels avec des clients qui ne sont pas d'accord, qui peuvent réagir de manière un peu émotionnelle par rapport à des décisions. Et par rapport à ces diplomaties, il faut difficilement, en fait, quand on présente un projet, il ne faut surtout pas faire parler son émotionnel et être à l'attentif finalement à l'écoute du client et ne pas prendre de décision pendant l'atelier. C'est important, je pense, en tout cas c'est ce que j'ai pu voir comme expérience personnelle, de prendre du recul finalement sur la situation une fois que l'atelier est terminé. Et c'est qu'une fois qu'on est un peu cool down finalement qu'on va arriver à trouver des solutions qui vont venir. Et donc l'objectif, c'est pas de dire non au client dans ces ateliers, mais plutôt être sur un oui mais, ok, j'ai bien compris votre besoin. On va voir ensemble avec l'équipe en interne qu'est-ce qu'on peut vous proposer comme solution qui pourrait répondre à votre besoin et en même temps atteindre les objectifs de la mission. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs dans la méthodologie, on définit toujours les objectifs business, c'est parce que ça nous permet d'être la base aussi d'argumentation lorsqu'on se situe dans des conflits où tu as des clients qui vont te dire ouais, mais pourquoi vous pouvez pas mettre telle couleur, un jaune pétant là pour faire attirer l'attention. Voilà, c'est ce type de choses subjectives qu'on veut éviter absolument, et donc on a les outils justement pour essayer d'éviter d'être sur des argumentations un peu longues, on va dire. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Je suis désolé, c'était un peu confus. C'est un peu difficile pour moi d'arriver à parler à un écran un peu statique. Je me suis un peu perdu dans les idées, mais j'espère avoir communiqué en grande ligne des choses intéressantes pour vous. N'hésitez surtout pas maintenant à me poser des questions plus précises pour que je puisse peut-être vous éclaircir des éléments que j'ai peut-être mal expliqués ou qui vous intéressent, que j'approfondisse finalement dans un second temps. Merci beaucoup, Maxime. Je reprends. Donc, merci de donner autant de richesse, de contenu. C'est super chouette de pouvoir partager tout ça avec nous. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient poser des questions? Si oui, n'hésitez pas à utiliser l'icône de petite main à gauche, en bas de votre écran, que je puisse vous voir et vous donner la parole pour interagir avec Maxime. Sinon, c'est moi qui vais commencer avec les questions. Je vous laisse le temps de réfléchir pour les autres. Ok. Ah si, il y a Anna Gaëlle et Anna, c'est ça? Oui, moi j'ai une question. Je vois pas. Enfin, il y a Alors, c'est parti. les petites icônes de main qui apparaissent en haut à gauche. Oui, je sais pas si on m'entend par là. Oui. Ok. Je sais pas comment formuler ma question, mais j'ai vu que tu avais fait un mémoire sur apprendre, sur l'apprentissage. Mm-hmm. Et du coup, je me disais, est-ce que toutes les méthodes que tu vois, que tu appelles le modèle comportemental, le modèle mental, tu pourrais les réutiliser du coup pour des objectifs plus ludiques, pour apprendre, pour des objectifs ludiques. Plutôt. Tout à fait, tout à fait. En fait, le modèle mental, c'est une manière de se dire qu'on a une expérience passée, un vécu par rapport à certaines situations que notre cerveau retient comme positif ou négatif. Et à partir de cette base, il va plus ou moins prendre des décisions qui vont nous aider justement à avoir une autre approche ou prendre des décisions par rapport à cette nouvelle, cette nouvelle situation qui intervient. Est-ce que j'aurais un exemple à donner par rapport au modèle mental? Pas tellement, mais disons que les sciences comportementales, de manière générale, aident beaucoup dans ce domaine-là. J'ai un bouquin notamment qui m'apporte quelques outils par rapport à la définition de jeu. Voilà, ça c'est un peu décalé, mais je suis aussi passionné par le jeu vidéo et la création de jeux vidéo. Et j'utilise pas mal ce type des types de techniques, notamment par exemple l'apprentissage de mécaniques de gameplay. Et donc on a par exemple une
une courbe qui existe dans les sciences comportementales, qui est une courbe d'apprentissage. Et cette courbe d'apprentissage, elle définit finalement le taux d'oubli qui peut intervenir en fonction du temps. C'est-à-dire, par exemple, au jour 0, si on apprend une information, on va potentiellement oublier cette information à partir de, par exemple, c'était 5-6 jours, je ne connais pas les termes bien précis, mais en gros, cette courbe va être très très longue dans un premier temps, et on va avoir un pourcentage finalement de mémorisation de ces informations. Et lorsqu'on va dépasser ce type de nombre de jours, on va être à 0%. Et donc, ce que cette courbe montre, finalement, c'est que si on répète cette information le lendemain, eh bien, la mémorisation va se faire, il va y avoir une nouvelle mémorisation de ces fameuses informations, on va redevenir à 100%. Et la courbe d'oubli, elle ne va pas chuter comme la première itération. Elle va mettre beaucoup plus de temps, finalement, à atteindre le fameux 0%. Ce qui traduit bien le fait que si on répète une information, ça va être plus difficile pour nous, finalement, de l'oublier. Et ce que ça apprend aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de retenir une information, de répéter, de se remémoriser une information tous les jours. On peut espacer cet apprentissage. C'est-à-dire que finalement, idéalement, pour retenir une information, il faudrait que le premier jour, on apprenne cette fameuse information, qu'on la répète le lendemain, et qu'ensuite on la répète 3 jours après, et qu'après ce soit 1 semaine après, qu'après ce soit 15 jours après, etc. etc. Ça s'appelle le spacing effect. Je vous conseille de voir ce petit graphe si jamais vous avez besoin d'utiliser ou de donner à vos utilisateurs l'opportunité d'apprendre ou de nouvelles informations, et comment vous pouvez l'accompagner de façon à ce que ce ne soit pas trop redondant et que la personne ne soit pas harcelée de spam par rapport à cette information. D'accord, merci beaucoup, c'est super intéressant. Chouette. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a Anna, a priori. Oui, moi j'avais une question du coup. Bonjour Anna. Salut, merci pour ces infos, c'est super intéressant. Alors en fait, j'avais 2 questions. Donc la première, j'aimerais bien savoir avec qui tu travailles et de qui est composée ton équipe, si tu as justement des professionnels en neurosciences, etc. et en psychologie cognitive. Et ma deuxième question, c'était, on entend beaucoup parler en ce moment du design éthique et notamment du design de l'attention. Et avec la méthode que tu décris, je trouve que c'est quand même assez... ça rentre beaucoup dans le cerveau, du coup. On va vraiment rentrer dans des concepts compliqués sur le cerveau. Et comment vous incluez cette notion de l'économie d'attention? Est-ce que vous la prenez en compte? Est-ce que vous avez un peu des garde-fous dans cette méthodologie? Parce que du coup, à comprendre le cerveau, on pourrait mettre en place plein de dispositifs pour toujours revenir vers le site internet, par exemple, ou forcer à acheter des choses. Enfin, j'en sais rien, mais j'extrapole peut-être. Oui, bien sûr. Non, c'est très intéressant ce que tu dis. Aucun problème. Voilà. Donc, merci. Pas de souci. Alors, écoute, pour ta première question concernant avec qui je travaille, donc l'équipe écran de cette deuxième phase, c'est plutôt des professionnels issus comme la plupart des designers graphiques qui sont issus de ce même type de formation. Les personnes qui travaillent dans l'Astra, eux, c'est des personnes qui sont issues en effet d'études de sciences comportementales, donc des psychologues, ce type de profil. Actuellement, il faut savoir que on n'est pas des neuroscientifiques. On n'est pas issu de ce type de formation. C'est par vraiment passion et par essai-erreur que l'on développe une méthodologie. C'est-à-dire que justement, les neurotests sont là pour valider ou pas nos hypothèses. C'est pour ça qu'on a un caractère scientifique, mais on ne se prétend pas du tout être scientifique au point de dire qu'on prouve que si on lève tel levier dans le cerveau, il se passe telle ou telle chose, tu vois. On observe et derrière on se dit, dans le cadre de la réalisation d'écran et d'application, lorsque l'utilisateur fait telle ou telle action et qu'il y a tel ou tel truc, on tend à voir qu'il se passe ça. Et on a pu voir que cet truc-là était le cas dans ces différents contextes. Et donc du coup, vu qu'on a vu que ce résultat
avait du potentiel, on entre guillemets, le répète dans nos décisions de design pour la suite. Pour ce qui est de la deuxième question, qui, je pense, j'ai entendu parler de design éthique et de limite d'attention. Est-ce que tu pourrais juste un peu plus me préciser ce que tu entends par... il y avait quelque chose avec le mot attention, c'était le... Oui, c'était l'économie d'attention. Économie d'attention, voilà, c'est ça. Alors en fait, c'est tous les mécanismes qui sont mis en place pour qu'on reste plus longtemps sur les réseaux sociaux. Donc, on a les notifications, le scroll infini et toutes sortes de leviers qui sont mis en place pour qu'en fait, on y revienne et créer une addiction. Donc voilà ce que j'entends. Et donc l'économie de l'attention, ce serait justement de faire en sorte qu'on on enlève cette addiction et qu'on fasse attention aux leviers qu'on met en place pour justement éviter de créer des addictions. Voilà. Très bien. C'est très clair, merci. Eh bien, écoute, tout simplement, ce que tu exprimes là, sous forme, pour moi, ce que je dirais de composants, tout ce qui est scroll vertical, les notifications, etc. En fait, finalement, si on parle dans le langage cerveau, ce qui se passe, c'est tout simplement, comme tu l'as exprimé, en effet, c'est une sorte de technique, un mécanisme comportemental qui se rapproche en fait à des mécanismes de récompense. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que ça respecte un fameux circuit de la récompense qui est j'ai un déclencheur, j'ai envie d'avoir des informations, j'ai l'habitude, je vais sur mon réseau social et derrière j'ai une récompense qui est je reçois des feedbacks ou des infos autour du sujet que je recherche ou pas. Et bon, après, typiquement, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir comment on dit, un release. J'ai le mot en anglais, j'ai pas le mot en français. C'est horrible. Voilà, ton cerveau va dégager de la dopamine à chaque fois que tu vas être compensé par quelque chose. Et typiquement, ce type de comportement, c'est tant que j'ai la dopamine, je continue à faire la même action. Pardon. Et on a pu observer en effet que ça a des tendances très néfastes, puisqu'il y a un test qui a été fait sur des rats où grâce à une pédale, ils activaient le dégagement de dopamine dans leur cerveau. Donc, ça leur donnait cette sensation de récompense, de satisfaction. Et ils arrivaient en un point où, en fait, ils se suicidaient, puisqu'ils n'avaient plus d'autres besoins qui pouvaient atteindre le fameux degré de dopamine que tu as. Donc, on est d'accord que aujourd'hui, on a plein d'applications, plein d'éléments qui tendent à aller qui utilisent ce type de technique. Là, je viens juste de passer beaucoup de temps à expliquer plus ton premier point sur la forme du cerveau. Maintenant, je vais passer, c'était juste pour une petite anecdote de sciences comportementales. Pour répondre maintenant au côté, je pense, lié, est-ce qu'on utilise ce type de technique? Justement, non, puisque ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on va aller piocher dans les besoins, c'est de comprendre ce que l'utilisateur veut intrinsèquement et que derrière, elle puisse faire son action la plus rapidement possible et que derrière, elle puisse passer à des choses plus récompensantes dans sa vie quotidienne. On a notre slogan, on va dire, d'entreprise, c'est faciliter la vie de millions de personnes. Le quotidien même de millions de personnes. Ce qui veut dire que derrière, ce qu'on veut, c'est que sur des projets comme faire un devis en ligne pour une assurance auto, comprendre des offres d'assurance de santé, etc., la personne, elle arrive de sa journée de travail, elle n'a vraiment pas du tout envie de passer du temps sur l'ordinateur à comprendre tout ça. Et donc nous, justement, notre job, ça va être de dire comment on doit présenter les informations, ou quelle expérience on veut lui proposer pour que derrière, elle puisse plus rapidement, de manière plus efficacement, répondre à son besoin et qu'elle elle coupe son ordi et qu'elle passe à des choses qu'elle estime plus intéressantes dans sa vie quotidienne. Donc, on va éviter justement d'utiliser ce type de techniques pour forcer l'utilisateur. Dans tous les cas, nos missions sur lesquelles on travaille partent d'une base sur laquelle les utilisateurs ont déjà un besoin initial. Et donc, du coup, on va répondre à ce fameux besoin initial. Est-ce que j'ai pu répondre à ta question? Allô, allô? Anna, je crois que j'étais perdu.
Oui, oui, tout à fait, c'est bon. Pardon, désolé. Non, Il y avait bon. un petit... Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Allô? Oui, allô? Ah, bah, merci beaucoup, ça a bien répondu à ma question. Mais ça m'intéresse le coup du design éthique. Tu aurais tu aurais des références à nous communiquer? Oui, il y a eu quelques mémoires qui ont été faits dessus. On pourra transmettre Ok, cool. leur travail. Je vois qu'il y a Marion. Hop. Yes. Désolée, ma connexion s'alterne pas mal. J'espère que ça va pas affecter l'enregistrement. Ok, alors du coup, j'ai 2 questions. La première, c'est un peu lié à ce que Anna demandait sur la question de l'économie de l'attention, mais avec un angle un peu différent. C'est lié, en fait, donc j'ai l'impression que les exemples, en tout cas, que tu donnais de ton travail, de projets que vous avez réalisés, ça s'oriente pas mal autour d'une idée d'optimisation, en fait, de flow, de flow, en fait, voilà, dans le projet pour des parcours utilisateurs ou voilà, des choses comme ça. Et la première question, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des projets qui n'étaient pas focalisés sur une optimisation de parcours utilisateur, donc où le but à la fin, c'était pas de faire ça. Et ce que j'ai comme exemple, c'est le cas par exemple d'une entreprise qui s'appelle Intactile Design et qui a bossé sur les personnes qui travaillent dans les tours d'opération dans les aéroports, qui sont dans des principes en fait encore très manuels en fait. Ils évitent tout. Enfin, c'est des gens qui ont besoin d'être très attentifs à la situation et qui en fait vont éviter d'utiliser des process numériques et qui ont été très perméables en fait à la digitalisation de notre monde jusqu'ici. Parce qu'en gros, ils ont tout dans leur tête et voilà, il faut qu'ils soient très focalisés. Donc, eux, ils ont essayé de travailler sur une numérisation de leur process qui soit pas centré sur l'optimisation parce que eux, justement, ils voulaient être en contrôle en fait de toutes les actions qui pouvaient se passer et d'être attentif à ça. Donc, ça, c'est la première question que j'ai. Peut-être la deuxième, je la poserai après. Donc, si j'ai bien compris, la question c'est est-ce qu'on a eu l'occasion de faire des projets qui n'avaient pas pour objectif de faire de l'optimisation, c'est ça? Et qui nous ont... Ouais. Ben, du coup, on a des projets qui sont aussi dans de la création d'applications. Maintenant, j'essaie d'analyser qu'est-ce que je pourrais dire parce que je ne voudrais pas trop divulguer pour des soucis de confidentialité. Tac, tac. Disons que, je vais essayer de parler sans donner trop de noms. Disons que ça nous est arrivé, si tu veux, de partir sur des constats où une entreprise voulait, entre guillemets, vendre ou donner ou montrer, bien communiquer que ces offres soient avantageux financièrement pour des utilisateurs. Sauf que bon, elle n'avait pas assez de visibilité autour de ça. Eh bien, nous, on n'a pas vu que ce produit qu'ils vendaient avait de l'intérêt pour les utilisateurs. Ça ne servait à rien de se dire, vous voulez absolument ce produit-là, il a l'air génial. La personne, elle s'en moque complètement, surtout quand elle avait ce même type de produit qui marchait très bien et dont, par habitude, elle ne voulait pas trop s'embêter à changer finalement. Ça demandait un effort assez conséquent de faire des démarches administratives, etc., pour passer à cet autre produit. Et donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est finalement, par extension, on s'est rendu compte que ce produit, en fait, s'ancrait dans une idée d'aider financièrement, puisque c'était l'objectif, c'était d'aider financièrement les utilisateurs à avoir un produit un peu moins cher. Mais on a vu que ce type de produit s'inscrivait dans l'idée d'aider l'utilisateur à avoir
optimiser ses dépenses. Et donc, on a vu qu'on pouvait très bien donner l'envie à l'utilisateur de faire l'effort d'aller s'intéresser à ce nouveau produit. Si on lui disait que ça s'inscrivait dans une optimisation de manière plus générale sur ses finances, en fait, finalement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas créer un autre besoin? Là, on est plus vraiment dans du design de service. Est-ce qu'on ne pouvait pas accompagner notre client à se dire, est-ce que vous ne pouvez pas étendre vos services pour que derrière, vous puissiez trouver d'autres solutions qui vont aider l'utilisateur dans son quotidien, à l'aider financièrement et derrière, inscrire comme une option supplémentaire ou une option additionnelle votre produit que vous voulez vendre finalement dans cet environnement. Et donc, du coup, plutôt que de forcer le besoin, c'est de finalement répondre à notre besoin qui va, en fait, par ce qu'on appelle c'est le nudge design, c'est-à-dire accompagner l'utilisateur à vouloir s'intéresser à ce produit-là parce qu'on a vu qu'il y a une confiance qui s'est créée. On a répondu à des besoins qui faisaient sens à l'utilisateur dans un premier temps et qui tendent avec ce nouveau produit à faire comprendre à l'utilisateur que le nouveau produit que le client veut initialement vendre peut aussi l'aider dans ce même objectif. Super, merci, ça répond à ma question. Et du coup, lié à ça, donc, j'aimerais bien avoir un peu de détails sur une des phases d'un projet design qui est assez cruciale, qui est celle du scoping, donc définir en fait le cadre en début de projet, souvent bien avant la signature d'un contrat, s'il s'agit d'un lien entre une agence et un client. La question que je me pose, c'est que donc tu disais, voilà, il y a des clients qui sont venus pour te dire ouais, on aimerait réduire les appels des clients sur le service client sur cette thématique, où on aimerait des choses qui sont d'ordre un peu quantifié. Donc, en fait, je me demande, est-ce que les gens qui vous contactent arrivent systématiquement avec des données clés en main qu'elles partagent avec vous? Si oui, quelle forme prennent ces données? Ouais. Et ensuite, comment en fait vous analysez ces données? Est-ce que ça amène à une redéfinition du problème? Voilà, donc en fait, en gros, comment vous scopez les projets? Ça va dépendre des missions et tu as tout à fait raison. Il y a des cas où en fait on va avoir le client le parfait client qui va définir ses objectifs et qui va nous fournir les fameux KPI qu'on appelle dans le jargon les il faut y arriver. En gros, c'est les informations qui permettent de définir des facteurs de Key Performance Indicator. Merci, Key Performance Indicator. Je suis désolé, la fin de la journée. C'est pas comme si j'utilisais tous les jours en plus cet acronyme, bref. J'ai dû réfléchir aussi. Hein. Key Performance Indicators. Donc, ces fameux KPI qui vont être sous la forme soit d'études qui ont été faites en interne, soit de Google Analytics dans le cadre de création de sites internet et d'applications. Donc, en ayant ces données, eh bien, ça nous permet de dire, OK, vous voulez créer ou améliorer votre homepage, vous voulez vous voulez créer une nouvelle application, OK, on a de bonnes données pour le faire. Ça nous est arrivé de se retrouver dans la situation où la personne nous donne les objectifs, nous dit, voilà, je voudrais faire une application. Et on se dit, mais une app, c'est pas du tout ce qu'il faut. Enfin, ça ne va pas vous aider dans votre scope, dans votre besoin, à répondre à votre besoin. Et donc, c'est là où on va être plutôt en termes d'accompagnement du client à mieux définir ce scope. Alors, on va quand même rester dans le périmètre on va essayer quand même de rester dans le périmètre de la définition d'écran, mais ça nous arrivait d'aller jusqu'à la définition de comment les utilisateurs doivent être accueillis dans les boutiques, comment les utilisateurs doivent… En fait, c'est plutôt partir de l'UX, c'est partir dans le CX, le Customer Experience, et donc pas rester dans le scopage d'écran, et plutôt dans l'expérience de découverte, finalement, du service digital que l'on vous propose, jusqu'à même toute sa vie avec le produit qu'on définit.
Je peux malheureusement pas te dire de produit spécifiquement, mais voilà, ça m'est arrivé voilà, d'être en plein milieu de mission, c'est-à-dire avoir toutes les informations et de se rendre compte en milieu de mission, mais en plein atelier, le client il dit ça serait bien d'ajouter à ça ou ça, ou de partir du principe que tel client ou tel utilisateur va vouloir ça. Et on se rend compte que j'ai dit, mais par rapport au périmètre d'écran ou au périmètre qu'on a défini en début de mission, c'est pas possible. Et c'est là où on a un rescopage finalement des fois en milieu de mission, dans ce cas-là, qui influe sur, voilà, écoutez, on a vu que pour bien répondre à votre besoin, en tout cas pour bien répondre aux objectifs business qu'on a définis en début de mission, le scope qu'on s'est défini, il est trop restreint. Il faut absolument qu'on l'alimente, qu'on le développe, qu'on refasse une étude comportementale dans un premier temps pour explorer cette fameuse environnement, ce fameux besoin qui est spécifique à ce nouveau besoin qui intervient dans la mission. Et derrière, vous proposez de nouvelles solutions de stratégie comportementale dans un premier temps et de solutions d'écran dans un second temps. Super, merci. Ça fait 1 heure qu'on a commencé cet appel vidéo. À moins qu'il y ait une vraiment dernière question rapide avec une réponse rapide, je pense qu'on va clôturer l'événement. En tout cas, je vous remercie à tous de votre attention. Ouais, c'était chouette. Top, c'était chouette. Exercice très difficile, je vous avoue, vous avez pu le remarquer. De parler un peu statiquement. Je comprends que voilà, la méthode et tout ce qu'on a fait, tout ce que je fais actuellement dans mon entreprise peut paraître complexe. Donc j'espère avoir été assez clair un peu sur la définition et surtout avoir pu répondre à vos questionnements autour de ce fameux sujet. C'était chouette. Vous pouvez vous unmuter, mettre vos vidéos pour dire merci à Maxime, si vous le souhaitez. Maintenant, il sera au courant. Et puis, merci encore d'être tous venus nous rejoindre pour cette vidéoconf. Si vous avez des retours à nous faire, vous pouvez le faire maintenant, ou vous pouvez aussi nous envoyer un email sur l'adresse de la DSA Asso. La vidéo, j'espère qu'elle est bien passée, même si je me suis fait un peu jeter de l'appel à 2 reprises. Je partagerai le lien avec JB pour qu'il mette sur le channel YouTube. Et puis voilà. Ça a plutôt bien marché. En tout cas, je trouve qu'il n'y avait pas trop de latence. Ouais, moi, je me suis fait jeter quand même 2 fois. Je me suis dit, est-ce que ça va marcher? En tout cas, bon courage à tous les étudiants dans leur formation et puis à ceux qui sont en dernière année. Là, je ne sais pas trop quelle politique vous avez mis en place pour les diplômes. Il me semble que tout est ça, il n'y a aucun blocage de votre côté. Vous allez pouvoir délivrer faire les soutenances et les diplômes, non? Ça va aller au bout du diplôme, mais ce sera à distance. Bon courage à tous alors dans ce cas-là. Voilà, bon courage effectivement aux étudiants. Mais ça va le faire. Ce sera peut-être même mieux que d'habitude. J'ai des sceptiques là. Je dis juste ça parce que je viens de faire l'expérience en fait à parler sur un écran statique pendant 1 heure, c'était compliqué. Non, c'est spécial, on n'est pas encore adapté. Entraînez-vous. Mais alors sur ce sujet, hier, j'ai participé à une expérience dans le cadre d'un festival où en fait on nous donnait en fait un rôle et après pendant 30 minutes on devait jouer ce rôle et on devait mettre notre caméra en marche mais on devait réduire la luminosité de notre écran au maximum et donc en fait ça veut dire que les observateurs, ceux qui sont en live stream en fait ils pouvaient voir ce qu'on faisait mais nous on voyait pas ce que les autres faisaient et les autres ne nous voyaient pas. Et on devait jouer ce rôle pendant 30 minutes et c'était vachement instructif, stimulant et instructif. Voilà, le sujet de la conférence était de l'expérimentation était sur les espaces, comment urbaniser en fait les espaces digitaux. Et c'était vraiment cool. Le festival s'appelle Ouroboros Festival. Je peux regarder si. Estalien, c'est pas mal, ça peut intéresser quelqu'un chez nous là. C'était sur la fête.
Ouais, c'était vraiment fantastique. Enfin, moi, au début, j'étais un peu, sceptique parce que je m'étais dit, c'est difficile en fait de laisser tomber un peu ses barrières et ses habitudes et tout ça. Et au final, en fait, c'était vraiment cool de créer en fait cet espace. Il y a une forme de, comment dire, de euh, je perds le mot, mais c'est genre quand on est dans une complicité, voilà, de complicité avec des étrangers dans un espace qui était complètement flou et digital qui s'est créé, c'était fou. Voilà. Ah, super. Je vois le chat là. Merci à tous pour vos partages. Là, j'étais un peu très concentré sur ce que j'étais en train de dire. Du coup, j'ai pas vu tous les petits messages de remerciements puis les petits liens qu'il y avait autour des sujets qu'on a traités ensemble. Bah, nous, on a fait les profs, hein, on a mis des retours. Désolé, d'ailleurs. Désolé. C'est ce que je me suis dit en même temps. C'est bien, c'est parfait. Je suis en train de tout Mais on n'est pas les copier-coller. seuls, hein, il y a Alice aussi. J'allais dire, c'est Alice qui a ouvert le pas, c'est chouette. Exactement. Elle a été très réactive, c'est trop chouette. Et donc, Ouais. je comprends du coup, c'était le sujet, le thème de cette année, l'éthique, design éthique. Ouais, après, c'est un sujet voilà, qui monte quand même depuis quelques années. Après, effectivement, il s'exprime dans des thématiques différentes. Mais la thématique de l'attention, ça fait un petit moment quand même qu'on la travaille, ou des étudiants d'ailleurs la travaillent dans le cadre de leur mémoire. Puis il y a eu des débats récurrents là-dessus, mais qui du coup, avec la présentation que tu fais, c'est sûr que ça questionne aussi ces questions d'attention, de contrôle, d'approche comportementale mais bon, du coup, ça stimule un peu ce débat-là, cette réflexion chez chacun, c'est bien. Pour anecdote, j'ai fait une formation à New York l'année dernière. Non, c'est cette année. La classe. Non, c'était la dernière. C'était non, c'était pas que c'est pas le fait que ce soit à New York qui soit intéressant. C'est que c'était par contre avec un mec qui a un PhD en sciences cognitives, sciences comportementales. Et justement, il faisait exactement la même méthodologie que nous, c'est-à-dire qu'il partait de concepts de sciences comportementales pour y définir des concepts de composants graphiques à mettre dans l'écran pour que derrière, on ait les bons comportements générés auprès des utilisateurs. Sauf que malheureusement, pour lui, l'éthique, ça va être ça n'a aucun sens en fait dans l'idée que ça dépend de ce que la personne définit comme qu'est-ce que c'est que respecter une personne, des entreprises, qu'est-ce qu'une entreprise comprend quand il parle d'éthique pour la personne. Typiquement, ça veut dire que pour lui, il nous montrait des concepts de comment générer de la crainte et du doute et du mal à l'aise aux utilisateurs qui souhaiteraient se désinscrire. Typiquement, Facebook, c'est ça. Quand vous voulez supprimer votre compte, il va dire « Oh là là, toutes ces personnes vont vous manquer » et ils mettent en photo tous vos amis que vous avez sur Facebook, alors que ces personnes n'ont rien dit et ça se trouve, elles s'en foutent complètement, vous ayez supprimé votre compte Facebook. Mais du coup, ils font parler vos amis Facebook à votre place pour vous dire, pour vous générer du doute, alors qu'il n'y en a pas du tout au départ. Et donc, évidemment, si Facebook le met en place, c'est que derrière, ils ont vu que sur une majorité d'utilisateurs, il y a de l'impact, quoi. Pareil, le coût des 4 offres, je sais pas, vous avez sans doute dû voir très souvent lorsque vous avez des pricing sur le net avec des colonnes, et ben t'as le fameux fake, t'en as une des 4 en fait qui sert à rien, c'est la 4e qui est bien trop supérieure pour donner un ancrage, qu'on appelle un ancrage, c'est-à-dire que ça te dit ouah, c'est beaucoup trop cher, et en fait tu vas te prendre comme référence celle juste d'avant, qui est en fait celle que l'on veut pousser justement pour derrière, parce que ton cerveau va automatiquement comparer finalement ces fameux composants graphiques et va te dire celle-ci, c'est celle qui a l'air plus intéressante, alors que finalement, elle n'est pas du tout. Il n'y a personne qui va prendre la 4e, quoi. Pattern, ouais, tout à fait, ouais. Mais lié à cette référence du PhD américain, ce matin, je me posais justement la question quand je prenais mon petit déjeuner, à quel point en fait les cultures peuvent influencer ce qu'on appelle le design mainstream en fait, en gros globalement ce que je me demandais c'était si la Silicon Valley était pas aux États-Unis mais dans un autre pays, à quel point ça aurait influencé
la norme en design en fait digital. Possible. Je t'avoue que dans cette formation, il y avait aussi des Néerlandais qui s'occupaient de l'UX de Airbnb. Et pour eux, au niveau éthique, pareil, c'était, vous connaissez Airbnb, quoi. Vous commencez à commander un truc, il y a un timer tout de suite qui apparaît en disant, oh là là, plus que, il y a tant de personnes qui sont en train de regarder ce truc-là, et dans tant de temps, ça sera plus disponible, alors que c'est totalement faux. Mais du coup, ça vous crée un sentiment de panique, et derrière, vous avez envie de réagir rapidement et de tout de suite prendre des décisions sans réfléchir. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais, le coup de ne pas réagir sur le coup lors des ateliers. C'est parce que quand on est en panique, on n'a pas toute notre capacité cérébrale à prendre nos décisions, et des fois on prend de mauvaises décisions dans ces cas-là. Donc vraiment prendre du recul dans toutes les situations le plus possible, être dans un environnement calme, et derrière vous pourrez prendre des décisions qui sont beaucoup plus pertinentes.